Classification périodique des éléments. Alors, on va commencer avec un petit peu d'histoire au sujet de M. Dimitri Mendeleïev, et c'est à lui qu'on doit le tableau périodique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé les propriétés caractéristiques. Donc, on revient à notre premier chapitre qu'on a vu au tout début de l'année, les propriétés caractéristiques, et il a observé que ces propriétés-là, souvent, elles se répétaient, elles étaient présentes chez plusieurs éléments. Alors, son idée, ça a été de regrouper les éléments ensemble lorsqu'ils avaient des propriétés semblables. Et il a fait des familles d'éléments. Donc, tous les éléments qui ont des propriétés caractéristiques semblables, ils sont dans la même famille. Et ça a donné la forme du tableau périodique que vous voyez dans le local, dans la classe, sur le babillard. Il y a une forme bizarre. On pourrait croire que les scientifiques jouaient à Tetris quand ils ont fait le tableau périodique, mais il y a une raison à cette forme-là. C'est pas juste une question d'esthétique ou une question de caprice. Il y a une raison vraiment scientifique au sujet des propriétés caractéristiques. Pourquoi le tableau périodique, il y a une forme comme ça. J'ai essayé de simplifier le tableau périodique ici sur ma diapositive de Keynote. Évidemment, ça ne pouvait pas rentrer au complet, ça aurait été beaucoup trop gros. Donc, vous observerez que dans la partie la plus basse, j'ai écrit CU,ZN. Alors, cette rangée-là inclut les éléments de la première rangée jusqu'à cuivre et zinc. Ceux d'en dessous, ça va aller jusqu'à l'argent et le cadmium, et l'autre en dessous jusqu'à l'or et le mercure. Donc, c'était juste pour faire un tableau périodique plus petit, un petit peu, pour que ça rentre mieux dans ma diapositive. Alors, l'anatomie du tableau périodique. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez 2 crayons de couleur. Si vous n'avez pas, pesez sur pause et allez en chercher. Il vous faut 2 crayons de couleur différentes. Moi, je vais utiliser le rose et le bleu, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur qui vous tente. Et gardez-la jusqu'à la fin du keynote. Vous allez avoir besoin jusqu'au bout. Alors, d'abord en rose, j'ai décidé de vous montrer où sont les rangs dans le tableau périodique. Les rangs nous indiquent justement les périodes. Ça vient du mot, c'est de là que vient le mot périodique. Donc, les rangs dans le tableau périodique, c'est les rangées. C'est horizontal, c'est couché. Donc, les voici. On a la première période, deuxième période, troisième période, quatrième, cinquième et sixième période. En fait, il y en a une septième, mais dans le tableau périodique, ça ne rentrait pas. Mais si vous allez voir le tableau périodique dans votre agenda ou dans votre n'importe quel site web, dans votre manuel, vous allez voir qu'il y a 7 rangées. Changez de crayon de couleur maintenant et on va aller écrire où sont les familles. Donc, on a dit que Mendeleïev avait regroupé les éléments en familles. Alors, où sont-elles, ces familles-là? Ce sont les colonnes. On va voir la première colonne, la deuxième colonne. Bon, là, au milieu, il y a presque une dizaine de colonnes. J'en ai juste mis 2, là. Ensuite, la colonne du bord, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fluor et de l'hélium. Donc, tout ça, c'est les familles. Au total, si vous allez voir dans un tableau périodique complet, vous allez remarquer qu'il y en a 18. Donc, il y a 7 périodes, 7 rangées horizontales, et il y a 18 familles, 18 colonnes verticales. Alors, dans notre anatomie encore plus petit, on va aller voir à l'intérieur d'une case seulement. Il y a beaucoup d'informations dans la case. Cette information-là, elle n'est pas toujours placée aux mêmes endroits dans la case, mais les informations sont là quand même. Donc, un exemple de case ici, la case du titane. Dépendamment de quel tableau périodique vous utilisez, peut-être qu'il va y avoir les petits 4+, 3+, peut-être qu'il n'y aura pas. Peut-être qu'il va y avoir son nom, peut-être qu'il ne l'aura pas. Il va toujours avoir le symbole, toujours avoir le numéro, par exemple. Mais il y a des informations, même qui peut-être il va y en avoir plus. Peut-être qu'il va y avoir des informations au sujet du volume atomique. Peut-être qu'il va y avoir des informations au sujet de l'électronégativité des atomes. Donc, il peut y avoir beaucoup d'informations. Mais celle que je vous montre là, c'est celle que nous, on va avoir besoin cette année en Sciences 9. Alors, premièrement, son nom. Le nom qui est là, évidemment, c'est le nom en français. Le nom peut changer d'une langue à l'autre, mais le symbole, lui, ne changera pas. Donc, le TI, c'est le symbole, et ça va toujours être le même, peu importe quand on parle un scientifique français, anglais, allemand, italien, peu importe sa langue, le TI va toujours être le symbole du titane. Par contre, le nom, lui, pourrait changer. Dans certaines langues, ça pourrait être, par exemple, je pense qu'en anglais, c'est titanium.
Donc, le nom peut changer, mais jamais le symbole. Le symbole reste toujours le même. Ensuite, il y a deux chiffres importants. Des fois, le numéro atomique qui est en haut, des fois, il est en bas, des fois, il est dans le coin, des fois, il est dans le milieu. C'est pas important où ce qui est placé. L'important, c'est de savoir que le numéro atomique, c'est le numéro qui indique la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc, si vous regardez dans un tableau périodique, vous allez voir que les numéros se suivent de gauche à droite. Hydrogène 1, hélium 2, lithium 3, beryllium 4. Donc, c'est le numéro de l'élément. Fait qu'on appelle ça le numéro atomique. L'autre chiffre, lui, indique la masse de l'élément. Bon, évidemment, on ne parle pas de masse en grammes ou en kilogrammes. Il a fallu qu'on invente une nouvelle unité de masse parce que c'est tellement pas pesant, mais c'est quand même la masse de cet atome-là. Dépendamment du tableau périodique que vous utilisez, la masse, ça peut être arrondie à l'unité, au dixième ou au centième, mais la masse, ça va toujours être plus grande que le numéro, par exemple. Tu n'auras jamais le contraire. C'est comme ça qu'on va être capable de faire la différence entre les deux. Finalement, la quatrième information qu'on va retrouver dans la case en 9e année, c'est la charge ionique. La charge de l'ion, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin plus tard dans le chapitre 3 quand on va faire nos molécules. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais ça va venir, donc je voulais vous le mentionner. Donc ça, c'est les 4 informations de base. Il peut y en avoir plus, mais c'est les 4 que nous, on a besoin en Sciences 9. Bon, vous remarquez que sur votre feuille de notes de cours, il y a une petite ligne en dessous de chaque titre. Donc, on va lui donner des informations supplémentaires. Entre autres, au sujet du symbole. Le symbole, la façon de le repérer, qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y a une lettre majuscule, tout le temps. Ça va être important de faire des majuscules qui ont l'air de des majuscules quand vous écrivez. Là. Faites attention à vos A puis à vos N. Donc, il faut que ce soit vraiment une lettre majuscule. Des fois, il y a une deuxième lettre. Ce n'est pas tous les éléments qui ont 2 lettres. Si vous regardez l'hydrogène, c'est juste un H majuscule. Si vous regardez l'azote, c'est juste un N majuscule. Mais des fois, il y a 2 lettres. Et s'il y a une deuxième lettre, la deuxième, elle va être minuscule. Donc ça, c'est une petite chose importante au sujet du symbole. Le numéro atomique, une chose importante à ce sujet-là, c'est que plus tard, on va y revenir et ça va être important de savoir que ça nous donne le nombre de protons. Donc, on a vu précédemment que dans l'atome, il y avait des protons, des électrons et des neutrons. Bien, le 22 qui est là, c'est le nombre de protons qu'il y a dans un atome de titane. Comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître le numéro atomique de la masse atomique? Bon, on l'a dit tantôt, la masse atomique, c'est toujours le plus grand des deux nombres. Des fois, il va y avoir une virgule, mais pas toujours. On aurait pu arrondir ça à 48 aussi. Donc, comment est-ce qu'on aurait fait la différence entre 22 et 48, le numéro et la masse? Bien, la masse, c'est le plus grand des deux nombres. Et la charge de l'ion, sur notre exemple, il y a des petits plus, mais si vous regardez dans le tableau périodique, vous allez voir que des fois, c'est un petit moins. Ça se peut, ça va être de l'oxygène moins 2, ça va être du chlore moins 1. Donc, ça se peut que ça soit un petit moins. Et voilà la fin de cette diapositive-là. Beaucoup d'informations pour une si petite case. Alors, Mendeleïev, il a placé les éléments en fonction des propriétés caractéristiques, il a mis de l'information dans les cases pour être capable d'identifier les éléments, et là, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? C'est que les éléments, ils se sont trouvés à se regrouper en métal et non-métal. Puis un nouveau mot ici, métalloïde. Donc, on va appeler ça des catégories d'éléments. La différence entre les métaux et les non-métaux, je pense que vous n'aurez pas de difficulté avec ça. Les métaux vont être souvent des solides, pas toujours, OK? Il y a une exception, le mercure, c'est un liquide, mais ça va être souvent des solides. Alors que les non-métaux, ça va être souvent soit des gaz ou des solides, mais il va y avoir des gaz. Donc, automatiquement, si on a un gaz, on sait que c'est un non-métal. Il y a seulement un liquide non-métal à température de la pièce, c'est le brome. Bon, évidemment, tous ces solides-là, si on les chauffe, ils vont finir par revenir à devenir liquides ou même gazeux. Donc, quand on parle de solide, gaz ou liquide, on parle de à température de la pièce. OK, deuxième caractéristique facile, les métaux sont brillants. Alors que les non-métaux, le mot contraire qu'on a appris dans notre chapitre sur les propriétés caractéristiques, c'était le mot terne. Donc, les métaux sont brillants, ça brille, c'est joli, ça reflète la lumière, alors que les non-métaux sont ternes. Ou les gaz, les gaz sont ni brillants ni ternes. On s'entend que les gaz, un exemple de ça, regardez les photos. On a une photo de métal ici, le métal il brille, alors que l'autre à côté c'est du soufre et le soufre il est jaune puis il n'est pas brillant.
Une autre caractéristique facile, c'est que les métaux vont être conducteurs de chaleur ou même conducteurs d'électricité, alors que les non-métaux, eux, sont isolants, surtout les gaz. Les gaz, c'est des très bons isolants électriques et thermiques. Une autre caractéristique moins facile, celle-là, c'est que les métaux, eux, ils ont tendance à réagir avec les acides, alors que les non-métaux, eux, ne sont pas capables de réagir avec les acides. Donc, si on essaie de faire une batterie, par exemple, puis qu'on met de l'acide, bien, ce serait peut-être pas une bonne idée de mélanger le métal avec l'acide, parce que certains métaux qui réagissent très, très violemment avec les acides. Donc, il va falloir faire des bons choix selon les propriétés caractéristiques. Et tant qu'à être dans les mots qu'on a appris dans le chapitre 1.2, ben allons-y pour les mots ductiles et malléables dans le cas des métaux, et le mot cassant et friable dans le cas des solides non-métaux. C'est sûr que les gaz ne sont pas cassants, parce que c'est un gaz, là. Mais les solides non-métaux, comme justement la photo du soufre qui est là, ben, le soufre, c'est très friable. Un morceau de soufre va facilement se briser en petites poudres. Donc ça, c'est pour les métaux non-métaux. Sur votre feuille de notes de cours, il y a un gros carré dans le milieu qui dit métalloïde. C'est quoi un métalloïde? Ben, c'est un élément qui n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'il veut être. Il aimerait ça être un métal, mais il aimerait ça être un non-métal en même temps. Donc, il a des caractéristiques pigées à gauche et des caractéristiques aussi qui sont pigées à droite.